BFM Business. Intégral Bourse, parcours de santé. Le parcours de santé d'Intégral Bourse, chaque jeudi après-midi à partir de 15h30. On évoque ce secteur de la santé avec un expert en plateau, une experte en l'occurrence aujourd'hui, Alice Labouze, bonjour. Bonjour Grégoire. Présidente de Trecento Asset Management, vous gérez un fonds santé chez Trecento. Et chaque semaine, François Berton qui nous accompagne pour ce rendez-vous, journaliste pour le site boursier de BFM Business, tradingsat.com. François, bonjour. Bonjour Grégoire. Vous reviendrez sur l'une des valeurs vedettes de la semaine dans le secteur des biotech. Alors on en est deux en fait. Il y a eu Visiomed qui a flambé et puis Monakea qui a flambé hier de 60%. Vous allez nous raconter pourquoi. D'abord un mot du secteur de la santé dans son ensemble et en bourse notamment, Alice. Là, c'est un secteur qui a porté les performances des gérants ces dernières années jusqu'au premier trimestre de cette année, enfin jusqu'au début de l'été. Et depuis, ça a été un peu la douche froide. Alors ça a été la douche froide, mais finalement, si on regarde aujourd'hui tout de même, c'est un secteur qui au niveau mondial surperforme l'indice monde, le MSCI World. Ça fait à peu près 6% contre un indice monde qui est à 1,5% à peu près. Donc ça reste quand même une bonne idée de placement depuis le début de l'année. Et puis au niveau européen, c'est une très belle performance puisque le Stoxx 600 santé est autour de 18%, ce qui est quand même pas mal. Mais effectivement, vous avez raison, ça a beaucoup monté sur les 6 premiers mois. Et puis il y a eu donc le sell-off mais généralisé du mois d'août avec l'inquiétude sur la Chine qui a aussi eu un impact sur la santé. Et puis ensuite cette fameuse polémique autour d'un éventuel encadrement des prix des médicaments. Notre chère Hillary Clinton qui a tweeté, qui nous a fait un tweet meurtrier disant qu'elle proposerait en fait un encadrement si elle était présidente. Elle proposerait au Congrès un encadrement du prix de certains médicaments. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en 92-93, elle avait déjà essayé de le faire. Alors, elle n'était pas candidate au présidentiel. Néanmoins, c'est quand même pas quelque chose qui sera aisé à mettre en place. Et surtout pas. On est en campagne, on le rappelle. C'est ça, c'est le portefeuille de la ménagère. Aux États-Unis, c'est très important. Chez nous, un peu moins, mais aux États-Unis, c'est très important d'expliquer à la ménagère que son panier moyen de médicaments va lui coûter moins cher. Ouais, d'autant que Obamacare a déjà renchéri, on va dire, les dépenses de santé de certains ménages américains, là. Tout à fait. Il a forcé, en fait, Obamacare a forcé certaines compagnies d'assurance santé américaines à prendre des gens qu'ils n'auraient pas l'habitude de couvrir. Bon, alors, il y a toujours aussi beaucoup de fusion-acquisition là dans ce secteur de la santé. L'actualité fait qu'il y a un deal potentiel aujourd'hui là qui est en discussion entre Pfizer et Allergan. Bon, Pfizer, ils ont essayé de racheter AstraZeneca. On les dit acquéreurs de plein de sociétés potentiellement dans le secteur de la santé et des grosses évidemment. Là, on n'est pas dans le secteur des petites biotech. Bon, Pfizer, Allergan, est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est intéressant? Pour qui? Ça donnerait quand même lieu à la plus grosse fusion de l'année et ce serait la première capitalisation boursière dans le secteur de la santé. C'est ça, plus de 300 milliards de dollars, donc absolument gigantesque. C'est quand même intéressant de voir la reprise des rumeurs et d'éventuelles fusions-acquisitions. Ça vient en même temps que la reprise du marché des introductions en bourse. Je pense que pour nous, les investisseurs, c'est quand même un signe de détente sur les marchés. Donc ça, c'est juste le premier point global, mais c'est intéressant de le dire. Alors, qu'est-ce que ça donnerait Pfizer Allergan? Ça donnerait un groupe quand même, je pense, absolument qualitatif. En tout cas, il y a des synergies à la fois opérationnelles, bien qu'on parle évidemment beaucoup des questions fiscales. Évidemment... Allergan est en Irlande, c'est ça? C'est ça. Et en fait, en Irlande, on paye 2 fois moins d'impôts qu'aux États-Unis. Bon, après, d'un point de vue politique, c'est pas très apprécié par le gouvernement américain et je sais pas ce que ça donnerait. Mais ce que je sais, c'est que d'un point de vue opérationnel, en fait, le portefeuille d'Allergan est un portefeuille principalement dermatologique. Vous savez que c'est eux qui ont le Botox et puis ophtalmologique. Et c'est vrai que ça irait bien en complémentarité de Pfizer. On sait que Pfizer cherche désespérément à faire une opération. Ils sont aussi en crise un peu de croissance. Donc leur solution pour grandir, c'est d'aller chercher des pépites. Et c'est vrai que, Pfizer étant énorme, sa pépite vaut 113 milliards de dollars, c'est-à-dire le prix de C'est tout de suite des gros sous, quoi. C'est une énorme pépite, voilà. Mais je pense que ça peut faire sens. Et puis, de toute façon, Pfizer, dans son business model aujourd'hui, est confronté à ce sujet de faire une acquisition. Bon, AstraZeneca, ça n'a pas fonctionné pour tout un tas de raisons, mais c'est vrai que pourquoi pas Allergan. Alors, le marché n'a pas l'air d'y croire non plus de manière incroyable. Allergan prend 8%, effectivement. Voilà.
8%. Bon, en général, sur une opération, on est plutôt sur des primes autour de 20%. Donc 8%, ça veut dire qu'il y en a qui... Il y a de la méfiance, quoi, c'est ça. Tout le monde n'y croit pas à 100%. Donc à suivre, mais c'est reparti pour quelques opérations Allergan qui a dans le secteur. confirmé ces discussions, alors qu'ils sont peut-être au stade préliminaire. Donc c'est pour ça qu'il y a peut-être un long chemin à parcourir avant d'arriver à un résultat. On va quitter le domaine des gros sous pour parler du réveil de Mauna Kea, François. C'était cette semaine. Là, il y a 2 biotech qui ont marqué la semaine. Visiomed en début de semaine qui a flambé de 80% ou 90% même sur 2 jours. Et puis Mauna Kea, qui était vraiment sur des niveaux historiquement bas en termes de valorisation boursière. Et puis réveil hier, plus 60% pour le titre sur une autorisation de la FDA. Rappelez-nous ce que fait Mauna Kea et puis ces autorisations là qui ont été obtenues aux États-Unis. Quelles sont-elles et quels peuvent être les impacts économiques derrière? Mauna Kea, c'est le Cellvizio. En fait, le Cellvizio, c'est un tout petit microscope, le plus petit au monde, qui se met au bout d'une sonde et qui permet d'aller explorer les voies digestives, les voies pulmonaires, et sachant qu'ils ont déjà des accords FDA aux États-Unis pour ces applications. La nouveauté hier, c'était un accord de la FDA, toujours l'autorité de santé américaine, pour utiliser donc le Cellvizio en chirurgie, c'est-à-dire qu'ils vont se servir de ce petit microscope pour visualiser en temps réel les tissus cellulaires en même temps que... accompagner le geste du chirurgien, d'une certaine manière. Et donc un microscope permet de voir au niveau cellulaire, donc c'est vraiment très très précis. Et on parle d'opérations minimalement invasives. C'est pas une opération à cœur ouvert où on voit déjà tout ce qui se passe, mais... c'est vraiment des opérations minimalement invasives qui sont donc beaucoup plus encadrées sur le plan des risques, etc. Avec ce genre de... Pour quel type de chirurgie, là, de quoi est-ce qu'on parle, François? Tout type de chirurgie. Oui, enfin tous les types de chirurgie minimalement invasive. En tout cas, ce qui compte en fait, c'est que ça fait partie d'une tendance qu'on appelle, une tendance. C'est l'imagerie péropératoire. Donc c'est une tendance de fond qui consiste à justement observer en temps réel ce qu'on fait sur le plan chirurgical avec différentes méthodes. Celle de Mauna Kea en est une, mais il y en a d'autres. On peut utiliser des produits de contraste pour bien voir ce qu'on fait aussi. Donc là, c'est un microscope qui vient en appoint de l'opération chirurgicale pour bien voir ce qu'on fait. Et pour Mauna Kea, en fait, ce qui nous intéresse, savoir si on peut avoir quel impact pour la société. Bien sûr. En termes de chiffre d'affaires, pas tout de suite, puisqu'ils doivent d'abord obtenir, on va dire, des codes de remboursement, c'est-à-dire qu'un patient qui se fait opérer en utilisant ce système a besoin de se faire rembourser, donc il a besoin d'obtenir ces codes de remboursement aux États-Unis. Deuxièmement, il faudra qu'il trouve aussi un partenaire commercial. Et ça, c'est on va dire l'histoire commerciale de Mauna Kea, c'est un peu le nœud du problème. Ouais, c'est ça. Alors ils sont en restructuration par rapport à ça. Le PDG était venu nous en parler lors de la dernière publication. La restructuration qu'ils ont menée porte justement sur les forces commerciales aux États-Unis. Ils ont remis un peu tout à plat, on va dire. Ils ont mis tout à plat. En fait, Mauna Kea, mais c'est le cas de toutes les medtech, puisque Mauna Kea est une medtech, société de technologie médicale. L'enjeu pour les medtech, par rapport aux biotech pour lesquels l'enjeu c'est vraiment le développement du produit, savoir s'il va être homologué ou pas par les autorités de santé. L'enjeu d'une medtech, c'est souvent beaucoup plus, davantage la stratégie commerciale, savoir si elle va fonctionner, être efficace, etc. Dans le cadre de Mauna Kea, ça a complètement, enfin pas complètement, j'exagère, mais ça a en grande partie pas fonctionné, un peu échoué. Et cet échec, la société l'a reconnu il y a quelques semaines seulement, en disant notre stratégie commerciale a mal fonctionné, en particulier aux États-Unis, et on remet tout à plat, on arrête les ventes directes, et aujourd'hui on recherche des partenariats. Donc ça veut dire qu'elle a encore tout à prouver, c'est-à-dire que ces agréments, ces nouveaux agréments obtenus, ces nouvelles autorisations obtenues auprès de la FDA, les autorités sanitaires américaines, c'est le début d'une histoire, mais il va falloir valider justement derrière la stratégie commerciale pour valider peut-être ce que le marché a anticipé hier. La valeur de la techno de Mauna Kea n'a jamais fait l'objet d'un quelconque doute. Que ce soit c'est pas sur la techno qu'on doute. Voilà, que ce soit en exploration ou maintenant sur le plan en aide à la chirurgie, il n'y a pas de souci. L'enjeu, c'est vraiment, est-ce qu'ils vont réussir à développer commercialement ces applications? Et ce qui est important de voir, c'est que avec
on espère aujourd'hui, la société souhaite aujourd'hui nouer des partenariats avec des partenaires d'envergure mondiale qui pourront vendre la techno de Mauna Kea sous leur propre marque ou même associer la techno de Mauna Kea avec leurs propres produits. Donc l'enjeu, c'est est-ce que la société va pouvoir signer un de ces partenariats? Et c'est ce qu'on peut espérer pour elle, en tout cas. En tout cas, ça a réveillé l'intérêt, on va dire, pour le titre Mauna Kea de manière assez brutale hier, puisque je vous le disais, le titre a flambé de 60%. Vous vouliez faire une remarque par rapport à ça et cette histoire de Mauna Kea? Oui, je trouve que c'est très intéressant et en fait, c'est assez révélateur en fait des sujets justement de matériel médical dans la santé, parce qu'en fait, le sujet, c'est qu'en fait, les praticiens ont beaucoup de mal à changer leurs habitudes. Et qu'en fait, vous avez beau créer un produit extraordinaire qui va changer leur mode opératoire, améliorer leur visibilité de l'opération, et donc a priori le taux de réussite des opérations, mais il faut faire changer leurs habitudes. Et sur le terrain américain, c'est d'autant plus difficile que effectivement beaucoup de sociétés européennes avec des produits innovants ont essayé de se frotter sur le marché américain. En général, elles se font avoir, c'est-à-dire qu'en fait elles recrutent des commerciaux localement, mais qui sont en fait pas les bons commerciaux, parce que les bons, ils sont dans les sociétés américaines, et ils se font avoir, ça leur coûte très cher. La seule solution, c'est ce que vous disiez, c'est de trouver un vrai partenaire qui a déjà un réseau assez significatif sur le marché américain pour pouvoir commercialiser ses produits. Et c'est vrai que c'est dommage pour une société comme Mauna Kea, donc j'espère qu'ils vont trouver, parce que c'est vrai que leur produit a l'air en tout cas tout à fait de qualité. Vous vouliez justement, Alice, rester dans le domaine du matériel médical pour la cardiologie. Là, c'est il y a deux sociétés que vous aimez bien aujourd'hui, dont vous vouliez nous parler, qui sont des sociétés américaines. C'est ça, en fait c'est un peu pour rebondir aussi sur ce secteur du matériel médical. Je rappelle, c'est un des 4 grands segments de la santé. Vous avez les labos pharma incluant les génériques, le matériel médical, les services à la santé, les biotechnologies. Et dans le matériel médical, il y a le développement évidemment du matériel implantatoire en cardiologie. On sait que les maladies cardiovasculaires explosent partout dans le monde, notamment avec l'émergence significative du diabète dans les pays en développement. Et puis aussi le vieillissement de la population fait que, évidemment, plus vous vieillissez longtemps, plus vous avez de chance d'avoir un problème cardiovasculaire. Avec deux solutions qui se sont vraiment développées avec beaucoup d'innovation ces dernières années, tout ce qui est stent, donc toutes les solutions, enfin ce sont des petits ressorts en matériaux biocompatibles qui vous permettent en fait d'écarter les artères qui ont une petite tendance à se rétrécir, avec plusieurs générations de stents. On est passé du stent très simple, avec un stent dans lequel vous avez un principe actif qui va améliorer... Des stents intelligents, quoi. Voilà, la cicatrisation, et puis ensuite le stent biodégradable qui disparaît au bout de 6 mois et que vous pouvez ensuite, ça permet aux praticiens de réintervenir, parce que parfois il faut réintervenir. Donc ça c'est le premier volet, c'est vraiment la question des artères et des stents. Et puis le deuxième, c'est tout ce qui est valve cardiaque, demi-valve cardiaque, et effectivement... Un des grands sujets, c'était qu'avec le vieillissement de la population, finalement, il y avait tout un pan des malades, en fait, qu'on ne pouvait pas soigner parce que c'était trop invasif, justement, d'opérer. Parce que, donc, pour changer une valve aortique, on ouvrait complètement, anesthésie générale, donc, quand on avait 70, 75, 80 ans. C'est lourd. C'était pas possible. Donc, on vous renvoyait chez vous en disant, faites attention. Et là, il y a un marché énorme qui s'est ouvert ces dernières années parce qu'effectivement, on a inventé des tas de techniques moins invasives, notamment en fait la possibilité de passer par un cathéter par l'artère fémorale, donc par l'artère de la jambe, qui permet évidemment de ne pas avoir à ouvrir le cœur. On met un petit guide, donc un cathéter, et puis on fait passer les valves qu'on arrive à ouvrir à l'intérieur du corps, et ensuite on enlève, et donc ça... C'est tout un marché qu'on ne pouvait pas adresser aujourd'hui, des seniors on va dire, qui est en train de... Complètement. Et donc c'est pour ça que moi mes deux sociétés, alors ce sont des sociétés américaines, c'est dommage parce que j'apprécierais que ce soit des sociétés européennes, mais je suis obligée de vous parler de ces deux sociétés américaines. Pardon ? Il y aurait peut-être Stentis dans le... Oui, il y a Stentis qui fait des stents chez nous. Oui, alors le sujet des stents, oui. Alors Stentis, oui, je suis d'accord. C'est une bonne société. Les stents, c'est un marché qui est maintenant assez mature. Alors en fait, tout ce qui est autour du cœur maintenant est extrêmement mature. Il n'y a plus beaucoup de croissance. Par contre, maintenant, c'est les stents périphériques, c'est-à-dire en fait, c'est dans des artères un peu plus éloignées qu'on commence. Donc Stentis peut évidemment se positionner dessus. En tout cas, les sociétés sur lesquelles je suis investie, parce que j'achète que des sociétés rentables, c'est un peu particulier, le fonds de Trecento, c'est Edwards Life Science et Boston Scientific. Alors on connaît pas forcément évidemment à Paris
Paris, mais ce sont des sociétés absolument gigantesques et qui sont leaders en la matière et très innovantes, notamment sur les stènes périphériques et sur les valves aortiques et autres. Et ils ont été parmi les premiers à inventer justement cette solution par cathéter dans l'artère fémorale, donc de la jambe. Donc voilà, ce sont vraiment les deux sociétés que je recommande si on veut essayer de bénéficier de la croissance de ce secteur qui est très loin d'être fini. Bon voilà, Edwards Life Sciences et Boston Scientific, les deux sociétés que vous nous présentez donc dans le secteur du matériel médical pour la cardiologie. Merci beaucoup Alice, merci d'avoir été avec nous. Ouais. Juste Edwards Science, c'est pas la société avec laquelle a travaillé le professeur Carpentier pour faire ses valves? Si, tout à fait. Justement, donc c'est en rapport au cœur artificiel. De Carmat, évidemment. Alice Labousse, présidente de Trecento Asset Management, François Berton, journaliste pour le site boursier de BFM Business, tradingsat.com.